Depuis le Hilton Québec, bienvenue à Mission Inspiration. Aujourd'hui, on reçoit un homme d'affaires avisé, au flair et à l'imagination sans limite. À l'âge de 14 ans, il a déjà l'âme d'un entrepreneur en développant un commerce de cartes de hockey et de baseball dans les foires publiques. À 16 ans, il importe des casquettes et des chandails de sport de New York pour les revendre au Québec. Depuis, il a touché à tout. Vêtements, informatique, location de voitures exotiques, transport, restauration et immobilier. Restez avec nous pour découvrir cet homme d'affaires accompli qui a l'intention de construire un tunnel entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal et un pont à Sorel. Dans quelques instants, je suis très fière de recevoir Luc Poirier. L'Hôtel Hilton Québec est fier de vous présenter missioninspiration.tv. Luc, je suis très contente de te recevoir sur le plateau de Mission Inspiration. Merci, ça me fait plaisir. Je suis contente que tu aies accepté notre invitation parce que moi, j'ai la chance, Luc, de t'avoir rencontré à plusieurs reprises. J'ai la chance d'avoir échangé avec toi sur tes projets. Puis je me permets de te faire une confidence. Moi, je trouvais qu'il faut que le Québec te connaisse encore plus parce que je te trouve très inspirant. Et le but de cette émission-là, c'est de démontrer aux gens, justement, qu'il y a des parcours, des fois, qui sont un peu spéciaux, mais que c'est extraordinaire ce qui peut arriver. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de tes origines. Je viens de la Rive-Sud de Montréal, dans une famille. En fait, on habitait avec ma maman, qui était sur l'aide sociale, dans les HLM de Longueuil. À un moment donné, on a le sentiment d'appartenance avec les groupes d'élèves à l'école secondaire. Puis moi, veux pas, vu que je venais d'une famille pauvre, j'étais pas capable de m'acheter des souliers, mettons, Adidas, comme les autres avaient, ou quoi que ce soit. Je voulais me sortir de ça un peu. Puis, en même temps, je voulais jouer au hockey comme tout le monde. Puis, on n'avait pas l'argent pour l'inscription puis l'équipement. Puis, j'ai décidé de commencer à travailler dans un dépanneur à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans? Oui, à l'âge de 13 ans, je travaillais temps plein. Donc, je finissais l'école à 3h moins quart. Donc, je commençais à 3h15, je finissais à 11h15 les 5 jours de la semaine, plus une journée sur 2 la fin de semaine que je travaillais. Donc, je travaillais 42 heures tout le temps. Tu avais, Luc, cette préoccupation-là d'amener l'eau au moulin, là, à la maison, d'amener des sous? Oui, j'aidais ma mère, mais c'était surtout, je voulais, moi, m'inscrire au hockey, puis j'avais jamais patiné, j'avais jamais eu de patin de ma vie. Aussitôt que j'ai commencé à patiner bien, j'étais le plus fort de l'équipe et le plus fort de la ligue. Ils m'ont monté 2 fois de ligue parce que j'étais trop fort dans la même année. Toi qui voulais pas trop accepter au début, hein? Oui, exactement. Personne ne me voulait, puis on me faisait comprendre. Là. Vraiment, là, c'était... c'est un peu comme l'intimidation. Mais c'est drôle parce que souvent, quand on est jeune puis on vit une certaine intimidation, souvent, on va abandonner. Qu'est-ce qui fait que toi, tu persévérais malgré ça? Il faut bien comprendre que l'intimidation, j'en ai eu toute ma vie. Là. Quand on vient d'une famille pauvre, on est vraiment mal habillé. J'avais des pantalons 3 quarts. Pas parce qu'ils étaient 3 quarts, c'est parce que ça passait de mon grand frère à moi puis à mon petit frère. L'intimidation, moi, j'ai connu ça, puis je pense que c'est... T'étais rendu résilient à ça, finalement? Ouais, en fait, tu t'habitues, puis en même temps, ça te crée une carapace. Puis aujourd'hui, je pense que les gens disent « il n'y a pas peur de rien », mais je pense que c'est un peu à cause de ça. Ça m'a permis de me développer un caractère qui fait que, même dans ma vie personnelle, aller sur l'Everest, par exemple, ou quoi que ce soit, je pense que ça m'a aidé. Parce que si j'avais été un peu comme un enfant, mettons, qui vient d'une famille riche, tout le temps bien habillé, tout le temps dans les meilleures écoles, on subit pas cette intimidation-là que quelqu'un de pauvre comme moi a subi à l'école, au primaire puis au secondaire. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis quand j'ai eu l'épisode du hockey mineur, je les ai laissés faire, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai passé à travers. Des fois, l'intimidation, ça n'a pas juste du mauvais. T'sais, moi, ça m'a permis d'être meilleur aujourd'hui en affaires à cause de ça. Ça, c'est un message qui est super important parce que souvent, on a l'impression, quand on subit l'intimidation, ça va nous poursuivre le reste de notre vie, mais toujours de manière négative. Mais toi, ça t'a propulsé autrement. Exactement. Et après ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es devenu jeune entrepreneur, toi, hein? Là, à 14 ans, t'as fait ta première business. Effectivement. Moi, j'adorais le hockey. Je collectionnais les cartes de hockey. En fait, toutes les cartes en général, baseball aussi, mais surtout hockey. J'ai vu l'opportunité dans le temps, quand j'avais 14 ans. C'est des expositions de cartes de hockey, de timbres, puis de monnaie. À l'époque, c'était très à la mode. Puis moi, j'ai décidé de louer une table. Puis on exposait les cartes que j'avais. Tu faisais ça où? Montréal, Rive-Sud, donc Longueuil, puis Laval. Bien évidemment, c'était ma maman qui venait me porter, qui venait me chercher à la fin de la journée. Mais c'était pas des échanges. Comment tu faisais pour faire des revenus avec ça? En fait, oui, j'achetais des cartes en paquet, je les ouvrais, j'achetais les gommes, je les plaçais, je faisais des séries, je vendais les séries. Mais aussi, j'échangeais avec d'autres élèves, en fait. Puis j'échangeais, j'ai trouvé
une formule qui... Autrement dit, là, dans ce temps-là, Patrick Roy était très, très, très à la mode au Québec. OK? Mais à l'extérieur du Québec, c'était Wayne Gretzky, Mark Messier et les autres. Donc, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'achetais à l'extérieur de la province des cartes de Patrick Roy que j'échangeais contre des cartes de Wayne Gretzky, par exemple. Mais une carte de Patrick Roy Rookie, ça valait peut-être entre 15 et 22 $. Okay? Puis une carte de Wayne Gretzky Rookie, ça valait 550 $. Fait que là, moi, j'en faisais plein comme ça. Puis je faisais beaucoup d'argent. Là, dans ce temps-là, je faisais beaucoup d'argent. Puis mon rêve, c'était d'avoir une Porsche. Puis à 16 ans, ma première voiture, c'était une Porsche Turbo. Et ta mère, comment elle a réagi quand t'as vu arriver avec ta voiture? Ben, elle n'était pas d'accord parce que, bien évidemment, elle s'est faite convoquer par le directeur des H&M de Longueuil parce que c'est pas normal, tu sais. Finalement, il a fallu que j'ai déménagé temporairement chez mon père à cause de ça. Es-tu sérieux? Oui, parce que ça faisait jaser. Là. Avec tes sous, tu as pris soin de ta mère sûrement aussi? Oui, bien sûr. Oui. En fait, c'est drôle parce que ma mère a beaucoup... Comme ma première maison, je l'ai achetée à 19 ans, puis elle a habité avec moi. C'était ton premier pas vers l'immobilier. Oui, mais le vrai immobilier là, que j'ai fait, c'est pas à cause de ça. C'est que par la suite, j'ai démarré un magasin d'informatique. L'immeuble où j'étais, et le propriétaire a fait faillite. Puis, il a mis l'immeuble à vendre, puis il y a un couple d'Asiatiques qui sont venus visiter le local où j'étais pour acheter l'immeuble. Puis quand j'ai vu ça, j'ai eu peur de me faire voler ma place parce que ça allait vraiment bien. En 2000, j'étais le plus gros indépendant au Québec au niveau de la vente informatique. Pourquoi l'informatique? Parce que tu as eu cette vision-là? Oui, en fait, je suis souvent just in time, donc je prévois comme les tendances. C'est l'intuition qui te fait faire ça, Luc? Oui, je pense que oui, parce que quand j'ai commencé avec les cartes de hockey, c'était très fort pendant 2-3 ans. Par la suite, à 16 ans, je vendais... En fait, j'importais des casquettes, puis des chandails, puis des manteaux de New York. Puis ça, c'était des équipes de basketball, baseball. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là? Non, ça a commencé l'Internet, là. Pour à peu près tout le monde, ça a commencé en 98, Internet, pour bien situer. Oui. Il y en avait un peu en 95, mais c'était vraiment les whiz kids, là, tu sais, vraiment les nerds, puis les hackers qu'on appelait. Donc, moi, j'ai commencé à cette époque-là. Puis en 2000, il y a eu Brancher les familles. C'est là que moi, j'avais mon magasin informatique en 2000. Fait que dans le fond, tu as pu récolter parce que tu étais là avant. Oui, exactement. J'étais prêt. En fait, il faut être prêt. Là. Quand il y a un événement, il faut être prêt. Et je sais tout ce qui s'en vient et je veux que tu restes avec nous parce qu'après la pause, on a encore plein de questions pour toi. Reste avec nous. Nous sommes toujours depuis le Hilton Québec. Je suis en compagnie de Luc Poirier. Luc, dans la première partie de notre entrevue, tu disais que tu avais ton magasin d'informatique qui était dans un building. Puis à un moment donné, tu as comme eu peur qu'il se passe quelque chose et que tu perds ton local. Et c'est là que tu as commencé, dans le fond, tes premières amours avec l'immobilier, c'est ça? Exactement. À l'école, j'avais appris qu'un local commercial, on peut se faire évincer si un nouveau propriétaire achète l'endroit. Donc, j'ai eu peur. Puis, à cause de ça, j'ai décidé d'acheter l'immeuble. Puis j'ai tellement aimé ça, parce que j'avais un autre locataire au deuxième. Mais là, tu as acheté l'immeuble parce que ta business informatique, ça allait bien, là? Ça allait super bien. Super bien, OK. Super bien. En 2000, on était le plus gros indépendant au Québec. Puis tu achètes ton building, c'est ta première expérience en immobilier? Oui, effectivement. Puis j'avais un locataire au deuxième, puis j'ai adoré l'expérience. J'ai appris. J'ai appris sur le tas, comme on peut dire. Le même propriétaire qui avait fait faillite pour mon immeuble avait l'immeuble à côté. Et c'était la même banque, puis j'ai négocié avec la même banque. Mais là, tu as quel âge à l'époque? À peu près 20 ans. C'est incroyable. À 23 ans, comme j'ai acheté plusieurs sur la rue par après, j'avais comme l'équivalent de 300 portes là, en logement, qui est énorme, là, 300 portes. C'est incroyable. Et ta mère, est-ce qu'elle t'aidait encore à ce Oui, moment-là? elle m'a toujours aidé, maman. Oui? En fait, jusqu'à son décès, là, 5 ans, elle m'a toujours aidé. Elle était toujours avec toi? Oui, toujours. Ça a bien été, malgré qu'une mère a toujours peur. Toi, le risque, tu gères bien ça? Non, moi, c'est ma force, le risque. J'ai peur de rien. Là. Donc, combien de risques tu prends par semaine, par année? J'ai déjà risqué 4 fois de tout perdre. Tu dors la nuit? Oui. Ma maman ne dormait pas souvent à cause de ça et je faisais faire l'insomnie. Puis je pense que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Hein. Quand on croit en notre produit, en notre projet, ben, on n'a pas peur de risquer. Oui, mais tu es très différent. Parce que, Luc, habituellement, quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Ouais. Mais que quand on a quelque chose qu'on a gagné, là, on a peur de le perdre, puis toi, tu n'avais pas peur. C'est ça m'impressionne. Je connais pas beaucoup de gens comme ça. Ben, au fil des années, tu te rends compte que l'avantage, la qualité que tu as, que quand tu perds tout, tu peux te reprendre parce que on peut pas t'enlever qu'est-ce que tu as construit en tant que toi. Non, mais c'est parce que tu as une grande conviction en toi, là, tu as confiance en toi. Oui, j'ai confiance en moi, sauf que
on peut pas me l'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais être capable de le refaire si je tombe à zéro. Là, ça a été quoi tes grands projets immobiliers? Là? Mon premier grand projet, en fait, dans le terrain, ça a été d'acheter une ancienne carrière à Saint-Bruno que personne croyait. Ben oui, je me souviens, j'ai lu là-dessus. Quand j'ai acheté ça... les gens t'ont traité quasiment de hurluberlu. Oh oui, puis j'avais mis tout mon argent. Là. À l'époque, c'était 100% de mon argent. J'avais plus d'argent. T'as vu des choses que les autres voyaient pas, toi? Ben effectivement, c'était au centre-ville de la ville de Saint-Bruno, une carrière désaffectée que personne ne voulait. Puis quand j'ai acheté ça, là, tout le monde me disait « La ville ne voudra jamais que tu construis là. C'est tellement beau. » Et justement, c'est tellement beau que la ville va sûrement vouloir. Au lieu de garder un quartier industriel qui est désaffecté, ça donne absolument rien. Puis finalement, j'ai gagné mon pari et depuis 2005, ce projet-là gagne à chaque année comme le plus beau projet du Québec. Encore l'année passée, ils ont encore gagné. C'est pas moi qui construis, mais c'est moi qui ai eu l'idée de partir, d'acheter le terrain puis de faire un projet résidentiel. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait dans l'immobilier? Par la suite, j'ai acheté l'histoire de l'île Charon. C'est une île un peu comme l'île des Sœurs. Je voulais faire l'île des Sœurs numéro 2 avec un côté plus nature, plus villégiature et tout ça. Finalement, le gouvernement a décidé de racheter le projet plutôt que de me laisser construire. Puis par la suite, j'ai fait différents projets, des tours, comme là, je viens de finir une tour de 20 étages dans Griffintown, en fait, de Montréal. Là, je fais un 10 étages avec une nouvelle révolution. Et ça, c'est vraiment le toit qui monte en même temps que ça se construit? En fait, c'est pas moi qui ai inventé, c'est 3 inventeurs qui ont inventé ça, puis ils sont venus me voir comme ils ont été voir tous les gens en construction, puis personne ne croyait en leurs produits, en leur compagnie. Puis moi, j'ai décidé d'investir. En fait, je suis devenu le plus gros actionnaire de la compagnie. J'ai décidé de faire un premier projet avec eux. Puis personne ne nous croyait, là, tout le monde disait que ça se pouvait pas et tout ça. Puis on l'a fait. Tu carbures à ça, toi, quand quelqu'un dit ça marchera pas, tu te dis, est-ce que tu dis, non, moi, je vois de quoi, là? Ça, c'est l'affaire qui me donne le plus de drive, là, c'est quand quelqu'un me dit, ça marchera pas. Là, mon énergie est quadruplée, puis on y va. Ça vient te chercher dans tes tripes. Puis je l'ai fait, là, les gens ne croyaient pas à ça du tout. Personne dans l'industrie. Ça veut-tu dire que tu arrêtes, à un moment donné, je donne un exemple, la situation économique, qui arrive quelque chose, mais que tu décides 2 ans après que tu la continues? Oui. Dans le cas de mon projet, on pourrait, mettons, dire, on fait un 80 étages, puis au bout de 20 étages, le marché économique tombe, on arrête là, puis on recommence 10 ans plus tard. Ouais. Puis pas juste ça, c'est au niveau économique, c'est merveilleux. Pour une banque, beaucoup moins de risques. Aussi, c'est que quand mettons, tu es rendu à ta 10e étage, mais tu peux livrer là, les étages inférieurs, tu es fermé. Mais cette compagnie-là, dans laquelle tu es devenu, dans le fond, l'investisseur principal, c'est une compagnie québécoise? Oui, c'est 3 ingénieurs de Bombardier qui travaillent chez Bombardier. Ouais. Vous allez exporter ça? C'est breveté partout dans le monde, à part l'Asie. Tout le reste, c'est breveté. On rencontre des gens du Panama, de Londres, de partout. Là. Bon, la question... Tu dors combien d'heures, toi, par jour? Moi, je dors pas beaucoup. Je dors 4h30, 5h par nuit. Ouais. Parce que tu n'en as pas besoin de plus? Non, j'en ai pas besoin de plus. T'as toujours été comme ça? Toujours. Ça a l'air de rien, mais travailler 3 heures de plus par jour, c'est des heures qu'on n'est pas dérangé, là, parce que moi, je travaille... Ça vaut cher. Écoute, je fais tellement plus dans ces 3 heures-là que je travaille, mettons, de 10h à 1h du matin que dans le jour, mon 8h, parce que je suis pas dérangé. Écoute, Luc, à un moment donné, je te rencontrais. Des fois, je ressortais des meetings avec toi, des rencontres qui étaient toujours bien agréables, puis je me disais, mais voyons, là, tu sais, j'ai-tu rêvé, là? Tu m'avais parlé de ce projet-là avec le toit. Puis à un moment donné, tu m'as parlé des vélos. Je devais acheter Bixi. À mon sens, j'étais pas mal tout seul qui était sérieux puis qui a rencontré les employés là-bas, qui a été visiter la shop, qui a parlé, qui a invité à dîner les anciens employés pour comprendre, pour tout ça. J'ai fait un due diligence d'à peu près 3-4 mois. Puis à dernière seconde, le bid que j'ai fait, il y a quelqu'un de nowhere, de l'extérieur, qui a exactement le même montant que moi, tout pareil. Moi, je voulais vraiment mettre mon temps puis mon argent pour repartir ça parce que j'y croyais. C'est une belle compagnie, Bixi. Mais là, ce qu'ils n'ont pas su, c'est que tu n'arrêterais pas là. Non, c'est ça. Fait que, moi, je me suis dit, j'avais commencé à appeler d'autres fournisseurs que je connaissais, qui, dans mon sens à moi, qui seraient mieux que les fournisseurs actuels de Bixi. Puis, j'ai reparti avec eux, puis avec l'ancien président de Bixi, un nouveau concept de vélo. Fait qu'on a pris toutes les bonnes choses du Bixi, parce qu'il y en a quand même des bonnes choses. C'est le meilleur système au monde de vélo avant qu'on arrive. Donc, on a pris les bonnes choses, puis on a amélioré ce qu'ils ne faisaient pas comme il faut. Comme nous, on a un GPS dans nos vélos. On peut savoir en temps réel où les vélos sont. Okay? On a une barreuse qu'on peut barrer, débarrer à distance. À Montréal, on le voit, là, les docking stations sont tout le temps pleins les matins. Bien, nous, c'est pas comme ça. On a des docks aussi, mais tu peux le laisser à côté. Tout se fait par téléphone intelligent, ce que Bixi fait pas puis les autres font pas. Tu dis que tu as fini ta location, puis nous, on le barre. On envoie un signal, on le barre. Même s'il est à côté du rack, on sait qu'il est là. Le prochain qui vient
met avec son téléphone intelligent, puis on lui dit, ben, prends celui-là à côté du rack. Aussi, c'est qu'il est électrique. L'avantage d'avoir un système électrique, c'est que c'est pas comme un scooter qu'on avance avec une poignée de gaz, là. C'est assistance électrique. Moindrement qu'il y a de la friction, c'est que le moteur électrique donne l'énergie nécessaire pour pas qu'on ait besoin de forcer. Nous, présentement, on a le meilleur système de vélo au monde et de loin, loin. On est 2-3 ans d'avance sur tout ce qui se fait dans le monde. Luc, déjà, toute ton histoire est hallucinante, mais le meilleur s'en vient. Restez avec nous après la pause. On continue notre entrevue avec Luc Poirier. Nous sommes toujours depuis le Hilton Québec. Je suis avec Luc Poirier. Luc, j'ai entendu dire là, que tu travailles sur un projet un peu fou, là, la plus haute tour au Canada. C'est un rêve depuis peut-être 5 ans que je dis un jour j'aimerais ça bâtir la tour la plus haute du Canada. Puis là, je travaille dessus avec architecte et ingénieur, donc ça commence à être sérieux. Vers où s'en va ce projet-là? Il est à quelle étape présentement? On est à concevoir un plan d'étage type. Il faut qu'on trouve des nouvelles solutions pour abaisser les coûts. On travaille là-dessus avec les mêmes ingénieurs d'ailleurs qui ont fait aussi le toit qui lève à Brella. C'est quoi ta motivation de travailler sur le projet de la plus haute tour au Canada? C'est un objectif personnel? Oui, c'est léguer quelque chose. Mon but, c'est pas nécessairement l'argent aujourd'hui, je passe à autre chose. J'essaie de faire des projets qui me drivent, des projets qui sont difficiles, des projets qui me demandent de me sortir de ma zone de confort. Ça te nourrit? Oui, c'est ça qui me nourrit aujourd'hui. C'est souvent, on m'approche avec des projets qui sont hyper payants. Si j'ai pas un défi quelconque, là, ça m'intéresse pas. Et l'idée de la tour, ben, c'est un défi incroyable. Ça s'est jamais fait, une tour de cette hauteur-là, avec un concept de structure comme on veut faire, avec un coût comme on veut faire surtout, là, parce qu'au Québec, construire à 2000 $ le pied carré, on peut pas faire ça. C'est impossible. Le marché n'est pas là. À New York, on peut, pas de problème. Mais ici, c'est impossible. Donc, la plus grosse difficulté, c'est ça. La remplir, oui, c'est une difficulté, parce qu'une fois qu'elle est bâtie, il faut la remplir. Mais ça, c'est ma force. Et tu vas la faire au Québec? Oui. Le but, c'est de la faire au Québec, près de chez moi, le plus possible. Mais c'est bien, on est content, nous. C'est des argents qui sont ici. Aussi, as-tu des projets aussi à l'international? Ben, j'en avais avec le Club Med. Il y a eu une tempête tropicale dernièrement, il y a 1 an. On devait construire des condos-hôtels. Pour l'instant, c'est en attente. Alors, c'est Mère Nature qui, cette fois-là, bloque Luc Poirier. Oui, effectivement. Sinon, ben, il y avait en Floride que je regardais un projet, parce que j'adore la Floride. Donc, je regardais pour un projet, un énorme projet, puis je suis là-dessus en ce moment, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Je suis pas sûr. Puis, mais c'est rare qu'on entend ça de Luc Poirier? Ben là, c'est parce que je suis tributaire d'un paquet de facteurs que je peux pas contrôler. Puis en même temps, j'ai 3 enfants en bas âge. Puis ça fait que être longtemps à l'extérieur, ça m'intéresse pas. Puis dernièrement, il y a 3-4 ans, j'ai eu une offre super intéressante d'un milliardaire de Londres puis qui voulait que j'aille travailler avec lui puis qui me donnait carte blanche puis beaucoup d'argent pour faire plein de projets. Puis j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'ai des enfants. Des enfants, ça change, tu sais. Ça change ta façon de penser. Puis ma priorité, c'est ma famille maintenant. D'ailleurs, je prends beaucoup de vacances. Je travaille beaucoup quand je suis ici, mais en même temps, je prends beaucoup de vacances avec eux. Tu réussis à avoir un équilibre avec tout ça? Oui, j'ai un très bel équilibre. Je déjeune avec eux tous les matins, je soupe avec eux. Ça me permet d'être groundé avec ma famille que j'aime et tout. À cause de ça aussi, ça me permet d'être meilleur dans le travail. C'est une énergie positive. Oui, absolument. Absolument. C'est un tout. Puis depuis que j'ai rencontré ma femme, ben, écoute, je peux pas rien demander mieux. Là. Comme si tous ces projets-là étaient passés, à un moment donné, je rouvre mon Facebook, je vois que Luc Poirier annonce comme un projet de tunnel, un projet de pont. Je me dis, ce gars-là, il n'y a pas de limite. Oui, effectivement. C'est fou, là. Ça, je trouve ça fou, ces projets-là. Oui, surtout que le tunnel, il faut bien comprendre que dans les derniers 35 ans, il y a eu 2 commissions payées par le gouvernement. Donc, ils ont dépensé plus de 30 millions pour trouver une solution au même endroit que moi, j'ai trouvé ma solution. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand il y a eu des problèmes au pont Mercier, puis ça se répercutait sur tous les autres ponts. Il y avait du trafic, ça n'avait pas de bon sens. On était au mois de juin, puis il y avait du trafic jusqu'à 8-9 heures le soir. Je me suis dit, ben, il y a sûrement quelque chose à faire que personne n'a pensé. J'ai pris une photo Google du secteur, puis j'ai été voir la firme d'ingénierie de Dessau à l'époque, qui était la sommité au niveau des ponts au Québec. C'est eux qui font le plus de structures de ponts au Québec. Je leur ai présenté mon dessin que j'ai fait moi-même, là, avec, en imprimant puis en faisant des croquis et tout ça. Il a tellement été impressionné qu'il a fait venir le propriétaire de Dessau. Puis j'ai eu une rencontre avec tous les grands dirigeants de Dessau le lendemain matin à 7 h le matin. Parce que c'était la solution que tous les ingénieurs
autant de SO qui avaient regardé ça, autant le MTQ, les ingénieurs du MTQ. Personne n'avait trouvé la solution. Puis la solution était simple, c'est qu'à cet endroit-là, c'est juste 120 mètres à traverser le fleuve. Mais le problème, c'est qu'on se trouvait tout le temps du côté de Saint-Lambert. C'est un ancien quartier, des rues très, très minces. Puis il faut faire des embranchements, tu sais, pour tourner et tout ça, pour faire l'embranchement, pour que les autos rentrent sur le pont et sortent sur le pont d'une façon fluide. Dans tous les cas, jamais ils ont trouvé la solution, parce qu'en rentrant dans Saint-Lambert, ils seraient tout pognés. Ça serait une congestion totale. Puis il faudrait tout raser le secteur nord de la ville pour pouvoir faire les embranchements. Ça passait jamais, là. Saint-Lambert n'aurait jamais laissé tomber ça. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait un grand parc linéaire qui longeait la 132 à cette hauteur-là. Là, je me suis dit, ben, au lieu de rentrer dans la ville, tasser là d'une couple de mètres plus à l'est, puis à ce moment-là, tous les embranchements peuvent se faire en tunnel en dessous du parc. Fait qu'une fois que sur mon site Internet, on voit une photo avant et après, et c'est pareil. Parce qu'une fois qu'il est construit, le tunnel, on ne le voit plus, là, il est à l'intérieur, et tous les embranchements se font sur la 132. Même les gens du MTQ ont dit, écoute, c'est un génie, ce gars-là, d'avoir trouvé ça, parce que c'est la seule solution. Mais comment tu as eu le flash? Ben, c'est juste de penser out of the box, donc différent des autres. Ouais. Je suis pas ingénieur, j'ai jamais utilisé là-dedans. Fait que souvent, les ingénieurs, ils pensent tout le temps pareil parce qu'ils ont toujours fait ça de la même façon. Moi, souvent, quand je fais des conférences, je dis souvent aux gens, pensez différemment des autres. Parce que quand on pense comme tout le monde, ben, on fait comme tout le monde. Un peu comme les rendements dans l'immobilier. Quand on pense comme tout le monde, on fait du 7, 8, 10 % de rendement. Moi, je fais beaucoup plus que ça parce que je pense différemment. Donc, puis le pont? Ben, le pont, c'est un peu la suite du tunnel. C'est que quand il y a eu la grève des traversiers dernièrement, j'ai dit, ben, il y a sûrement quelque chose à regarder. En fait, qu'est-ce qui est génial dans le pont, c'est la façon de concevoir la rentabilité. Parce que construire un pont à cet endroit-là, ça coûte, selon le gouvernement, entre 500 et 800 millions. Mais moi, j'ai trouvé une technique de construire pour 280 millions. Donc, déjà là, en partant... Avec des recherches? Ben, en faisant une technique de pont qui se fait en Norvège, qui n'est pas faite ici, que personne ne connaît. Donc, j'ai trouvé ça, j'ai fait évaluer. C'est encore la firme Dassault qui a été achetée par Stantec. C'est encore la même personne, le directeur qui s'occupe de mon dossier. Puis j'ai donné un mandat de faire une étude de préfaisabilité qu'on appelle. Et on le voit que ça se fait. Puis mon concept, c'est que les traversiers coûtent à peu près 20 millions, grosso modo. Mais là, il serait où le pont? Bien, il serait à Sorel. OK. OK. Donc, il ferait Rive-Sud, Rive-Nord. Oui. Puis ça serait à péage. Un peu comme, présentement, il y a des traversiers. La façon que j'ai faite, puis que tout le monde a trouvé que c'était une idée de génie, c'est que les traversiers dépensent 20 millions par année qu'ils jettent à l'eau. Dans le sens que c'est 7 millions pour les frais des employés. OK. Il y a le gaz, il y a l'immobilisation du traversier qui doit coûter 80 millions, un traversier qu'il faut qu'il supporte pendant 25 ans. Fait que moi, qu'est-ce que je disais au gouvernement, c'est donnez-moi pas plus que qu'est-ce que ça vous coûte. Donnez-moi exactement qu'est-ce que ça vous coûte le coût de la traverse, du traversier, en fait. Puis moi, je vais combler la différence. Donc, je vais payer le pont, exemple, 280 millions plus tous les autres frais connexes, donc à peu près 350 millions. Vous me donnez le 20 millions et je me débrouille avec le reste. Dans les 20 premières années, 25, il n'y a pas d'argent à faire. Pour une entreprise privée, normalement, c'est pas un projet viable. Mais moi, je suis encore jeune, il faut comprendre. T'as quel âge, Luc, maintenant? J'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans. Dans 20 ans, c'est quand même pas si loin, je vais juste avoir 60 ans. Et là, ça devrait commencer à être au point mort qu'on appelle, donc revenu dépenses, pareil. Puis éventuellement, pour la génération qui va me suivre, mes enfants et tout, ben, ça va être payant. Mais c'est sûr, pour une entreprise privée, de dire d'attendre 20 ans avant de faire des sous, je pense que je suis le seul fou qui peut faire une idée comme ça, un pont. Mais derrière ça, il y a aussi le fait que ta motivation n'est pas juste l'argent, c'est laisser un héritage. C'est ce que j'entends. Absolument. Comme quand je me promène à Montréal puis que mes enfants voient les tours que j'ai construits, ben, c'est le fun. Oui. Veux pas, c'est le fun. Ça me touche beaucoup, ça, puis c'est plus important que n'importe quel argent. Luc, ce que j'aime beaucoup de notre entrevue d'aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est que ça démontre, hors de tout doute, que tout est possible. Parce que quand on regarde de où tu es parti, où tu es rendu, vers où tu vas aller, ça donne beaucoup d'espoir. Tu dois être conscient que c'était un modèle. Les gens qui t'entendent, tu comprends l'inspiration que tu peux leur donner? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, quand je fais des conférences, j'ai commencé à en faire il y a 5 ans, puis j'ai déjà du feedback des gens qui m'ont vu puis qui ont dit « c'est grâce à toi ». Exact. Ça, c'est très, très, très inspirant. Et je sais que tu trouves du temps pour faire des conférences, plus dans une philosophie de faire ta mission sociale, parce que tu es déjà très occupé. Donc, je fais ça dans le but d'aider les autres puis d'inspirer les autres, en fait. Puis, en même temps, quand j'étais au secondaire, j'ai jamais été capable de faire d'exposé oral. Jamais, j'étais pas capable. Puis quand je suis en conférence, je suis très, 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 très nerveux. Et ça me permet de sortir de ma zone de confort
Puis ça Et t'aimes ça, toi? J'adore ça, Oui, j'adore ça. Puis c'est là que je me sens vivant. Puis je suis très nerveux en conférence, mais quand je sors de là, je suis très content. Ben écoute, nous, on a senti sur notre plateau un gars calme, un gars serein, un gars généreux. Moi, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir en entrevue, que je voulais que les gens puissent avoir tout accès, dans le fond, à ton histoire que je trouve inspirante parce qu'elle donne beaucoup d'espoir. Puis je me permets de terminer l'émission en te disant, je trouve que malgré tous tes grands succès, t'es un gars super accessible, très humble. Puis moi, je trouve que c'est ça pour moi le grand succès. Des gens qui sont rendus là, mais qui demeurent toujours très accessibles pour les autres. Puis je veux te remercier d'être comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup, Luc. Ça fut fort agréable. Alors, vous à la maison, si vous désirez en savoir plus sur notre série télévisée, vous voyez apparaître nos coordonnées Facebook au bas de l'écran. Et moi, je vous dis à une prochaine et merci beaucoup d'avoir été avec nous. MissionInspiration.tv vous a été présenté par Hilton Québec, l'hôtel de choix pour vos événements au cœur du Vieux-Québec. Hilton Québec, on s'occupe de tout.